Dans le cadre d'une soirée organisée par l'Association du Québec à Compostelle de la région de Montréal, qui avait lieu le 24 janvier dernier, il me fait plaisir de vous présenter une capsule qui présente un peu une vision panoramique du phénomène des chemins de courte durée dans l'expérience de Compostelle. Donc, mon nom est Denis Dumais, je suis animateur de la région de Montréal. Donc, je vais vous présenter pour les 20 ou 25 prochaines minutes le phénomène lui-même, ainsi que de soutenir toutes les personnes qui seraient à la recherche d'options pour les chemins de courte durée. D'abord, un mot simplement pour vous dire que c'est un phénomène qui est de plus en plus présent au niveau de chemin de Compostelle, en évolution rapide. Il fut un temps où les gens étaient à la recherche d'expériences de plus longue durée, pour toutes sortes de raisons que j'aborderai un petit peu plus tard. Actuellement, je dirais qu'il y a 57%, si je me fie aux chiffres de 2019, qui ont réalisé leur chemin, c'est-à-dire qui ont retiré leur composté-là pour des chemins de moins de 150 kilomètres. Je dirais que le phénomène des 2 dernières années de l'année sainte a fait en sorte que ces chiffres sont encore en augmentation. Donc, les gens sont à la recherche d'expériences de Compostelle, mais de plus courte durée. Si on regarde au niveau de qu'est-ce qu'on entend par courte durée, bon, d'abord, il faudra vraiment tenir compte de notre réalité outre-Atlantique. Donc, nécessairement, courte durée ne veut très certainement pas dire partir pour une fin de semaine pour marcher sur un chemin de Compostelle. Donc, on tient compte du fait qu'on est ici en Amérique. Quand on prend l'avion, on veut que ça vaille un peu la peine. Bien évidemment aussi, lorsqu'on imagine un séjour en Europe, il faut tenir compte de toutes sortes de phénomènes. Bon, tenir compte bien évidemment, se donner des marges pour vivre, bien vivre le décalage à l'arrivée et au retour, se donner du temps aussi pour des découvertes. On ne peut pas simplement aller marcher, on veut découvrir aussi un paysage, un environnement dans lequel on déambule pendant X nombre de jours et tenir compte bien évidemment des imprévus toujours possibles. Malgré le fait qu'on cherche une expérience de courte durée, on veut quand même une expérience qui soit significative, une expérience qui nous dépayse suffisamment au niveau corporel, au niveau psychologique. Donc, on veut vraiment une expérience qui ait du sens pour nous. Quelles sont les raisons qui peuvent orienter vers un choix d'un chemin de plus courte durée? Bon, dans beaucoup de cas, c'est le travail. Donc, il laisse peu de temps, malheureusement, pour des possibilités de vacances. À ce niveau-là, les Européens qui sont encore au travail, souvent imaginent des chemins sur plus d'une année. Donc, ils vont prendre une partie de leurs vacances, 2 ou 3 semaines, pour faire une partie du chemin. L'année suivante, ils reviennent et ils continuent leur chemin. Donc, c'est plus facile pour eux. Mais la réalité du travail, elle est présente partout. Donc, ici, la même chose. Souvent, il y a des gens qui disposent de peu de vacances. L'insécurité par rapport à un projet plus long. Donc, des fois, pour les gens, partir, marcher un mois, euh, surtout si c'est leur première expérience de Compostelle, c'est un petit peu insécurisant, d'où la recherche d'un chemin de plus courte durée. Le choix aussi pour certaines personnes d'un rythme plus lent, un rythme qui permet la découverte, qui permet de s'arrêter plus d'une journée, qui permet de faire des visites, etc. Donc, les gens aussi ne sont pas nécessairement à la recherche d'un chemin de longue durée. Ils vont préférer un chemin plus court, étant donné qu'ils ont moins de temps, mais de prendre plus de temps pour visiter cet itinéraire-là. Et aussi, bien évidemment, il y a des choix personnels qui fait en sorte qu'on veut se laisser de la place pour vivre autre chose. On aime bien marcher sur les chemins de Compostelle, mais on veut aussi être capable de mettre dans notre horaire d'autres genres d'expériences, d'autres réalités. Dans certains cas, ça peut être du gardiennage, ça peut être des vacances touristiques, ça peut être des mandats, du bénévolat, etc. Donc, on veut laisser du temps pour d'autres genres d'expériences. Quels sont les critères qui nous ont un petit peu guidés pour le choix des destinations qu'on va vous présenter tantôt, qu'on va vous proposer? D'ailleurs, je veux juste vous dire que j'ai travaillé ce dossier-là avec Christiane Ashby et Eliane Chabot. Donc, c'est avec elle qu'on a travaillé un petit peu, puis qu'on arrive avec les propositions qu'on vous fait ce soir.
Donc, on a cherché des destinations, des itinéraires où il y avait un point de départ et un point d'arrivée significatif. On a aussi tenu compte du fait qu'on souhaitait des destinations où il y a une certaine facilité pour rejoindre le point de départ. On a tenu compte aussi de bouts de chemin ou de chemins, même s'ils sont de plus courte durée, où il y a des ressources et des services disponibles, soit en termes de guide, d'hébergement ou balisage. Et on voulait une expérience qui présente bien la réalité pèlerine dans plusieurs de ses dimensions. Bien évidemment, que l'expérience soit de longue ou de courte durée, il faut toujours, avant de choisir un chemin, se poser des bonnes questions. Qu'est-ce qu'on souhaite vivre comme expérience? Est-ce qu'on souhaite une expérience qui va nous dépayser? On souhaite une expérience de liberté, une expérience de grande solitude, une expérience qui offre des défis physiques importants, des chemins qui soient plus faciles parce qu'on a peut-être certaines limitations au niveau physique. Donc, on s'attarde à vérifier l'importance des dénivelés. On souhaite peut-être une expérience qui nous mette en lien avec davantage de pèlerins, donc on vive des rencontres fraternelles significatives, un accès à la culture, à l'histoire, l'accessibilité des services, des alternatives à des chemins déjà réalisés. Donc, peut-être aussi qu'on est à la recherche des chemins moins fréquentés parce qu'on a besoin de changement. On a réalisé deux ou trois ou quatre expériences sur des chemins mieux connus. Donc là, on est à la recherche d'alternatives. Bien évidemment, on devra tenir compte du budget disponible, de notre forme physique au départ, combien de temps on peut partir, bien évidemment, comme je le disais tantôt, en pensant à calculer les jours d'arrivée, celles du départ dans l'évaluation, les marges qu'on doit se donner, l'endroit d'arrivée et de départ pour éviter toute perte de temps. Bien évidemment, si on a 2 jours à faire en train avant de se rendre à notre point de départ, c'est peut-être pas, et qu'on dispose de peu de temps, c'est peut-être pas un bon calcul. Et aussi les habilités ou non avec la langue du pays et le temps de l'année où on veut faire ce voyage-là. Est-ce qu'on aime la chaleur? Est-ce que euh, le froid, etc., etc. Donc, c'est toute une série de questions. Il y en a bien d'autres aussi, avant de faire un choix d'un chemin, qu'il soit de courte ou de longue durée. Donc, dans les options, je les ai un peu regroupées par différentes catégories. Donc, première catégorie, un même chemin en plusieurs portions. Je vous en parlerai un petit peu tantôt. Des chemins, une autre catégorie qui se termine obligatoirement à Compostelle. Des variantes significatives, des lieux moins connus ou moins fréquentés, des courts chemins qui ont déjà fait leurs preuves et des possibilités de prolonger ces chemins au besoin. Donc, je vous en parle tout de suite. Donc, un premier niveau d'expérience, c'est d'utiliser, de jouer dans le fond sécure et d'utiliser des chemins que l'on connaît bien. Donc, le chemin de Tours, de Vézelay, Arles, le Piémont, le Puy-en-Velay, la Plata. Donc, les chemins principaux, on pourrait dire, et de les sectionner, les fragmenter, les réaliser sur plus d'une année, sur 3, 4 ou 5 années. Je donne un exemple à titre pour illustrer ce que je veux dire. Donc, prenons l'exemple du tronçon qui part de Puy-en-Velay, qui sera à Santiago ou à Fisterra. Donc, pourquoi pas l'imaginer si on dispose de peu de temps ou si on souhaite le réaliser sur 4 ou 5 années. Donc, une première année, puis Cahors, deuxième année, Cahors, Saint-Jean-Pied-de-Port, Saint-Jean-Pied-de-Port, Burgos, Burgos-Santiago, ou encore, même encore plus, Burgos-Léon et Léon-Fisterra. Donc, il y a possibilité d'être créatif et de fragmenter ou de scinder nos chemins en fonction des besoins qui sont les nôtres. Première catégorie, et là, je dirais qu'on peut s'amuser longtemps, là, et chacun des chemins principaux peut être fragmenté de cette façon-là. Deuxième catégorie, des itinéraires de plus courte durée qui sont déjà bien connus et bien établis. Donc, où il y a des guides, où le balisage est assuré, où on a des témoignages d'expérience de pèlerins et pèlerines qui l'ont réalisé dans les dernières années. Donc, une deuxième catégorie. Et là, on se retrouve avec le Primitivo, donc Oviedo, Santiago, avec une possibilité toujours de prolonger. Donc, c'est un chemin qui part d'Oviedo. Le Primitivo se joint à Mélide au Camino Frances et se rend jusqu'à Santiago. C'est 321 km ou à peu près et peut se faire en 12 ou 14 étapes.
C'est un chemin qui est bien balisé. Il faut quand même savoir qu'il y a des dénivelés importants, mais tout à fait réalisable. Et je dirais que c'est un lieu où l'histoire et les paysages sont omniprésents. Deuxième option dans cette catégorie-là des chemins bien connus et bien établis, c'est le fameux les chemins portugais. Donc, la portion Porto-Santiago, qui connaît la plus forte augmentation ces dernières années. Donc, 10-14 étapes, environ 240 kilomètres à partir de Porto, parce que le chemin portugais, si on veut le faire au complet, il part de Lisbonne, mais étant donné qu'on est à la recherche de destinations de plus courte durée, donc c'est à partir de Porto. Et là, il y a le chemin central, le chemin côtier, le chemin de Braga, avec aussi une variante spirituelle possible à partir du chemin littoral. Donc, plusieurs possibilités encore, chemin bien établi, et c'est un chemin où, étant donné qu'il est de plus en plus achalandé, où on a l'occasion de rencontrer vraiment beaucoup de personnes. La même chose pour le chemin Primitivo. De plus en plus, il est fréquenté. Ce qu'il faut savoir, c'est peut-être à cause des dénivelés, il est fréquenté aussi par une population de plus en plus jeune. Donc, les personnes qui souhaitent trouver un itinéraire, mais qui souhaitent aussi que ce soit un itinéraire qui se termine euh, à Santiago. Donc, c'est des chemins qui essentiellement se retrouvent en Galice. Donc, un premier chemin, c'est le chemin, le Camino Fisterra Muxia. Donc, celui, c'est contrairement aux autres qui arrivent ou se terminent à Santiago, celui-là part de Santiago. Donc, Santiago Fisterra, c'est environ 90 kilomètres. On peut faire un peu plus long en faisant un détour par Muxia et pour terminer à Fisterra, donc c'est 117 kilomètres. Et on peut aussi décider de faire un aller-retour, donc partir de Santiago et revenir à Santiago à pied. Et là, on se retrouve à 205 kilomètres. C'est un peu la proposition qu'on vous fait dans le guide de l'association qui a été réalisé en collaboration avec Ulysse. Donc, il y a beaucoup d'auberges sur ce chemin-là. C'est très beau, assez facile. Euh, Quelques bons dénivelés, mais sans plus. Donc, c'est une belle proposition de chemin de courte durée qui tourne autour de Santiago et qui se rend jusqu'à l'Atlantique pour aller jusqu'au bout de la Terre, comme les gens du Moyen Âge nous le disaient. Donc, autre chemin, Invierno, avec un départ de Ponferrada. C'est un court chemin. On peut le faire là, pour des questions de commodité au niveau du transport. Donc, quelqu'un, par exemple, qui atterrirait à Madrid, prend un bus ou un train qui se rend jusqu'à Léon. Donc, on pourrait partir de Léon. On fait un petit bout sur le Camino Frances. À Ponferrada, on prend une variante sur le chemin Invierno et on termine ce chemin-là pour se rendre à Santiago sur la Via de la Plata. Donc, il rejoint la Via de la Plata pour les deux dernières étapes. Très beau chemin avec des attraits culturels et des très beaux paysages. Une autre option possible, la Via Invierno. Le Camino Inglés, donc, qui est un chemin qui était très couru dans le Moyen Âge, parce qu'il faut savoir, c'est qu'avant que les chemins terrestres soient bien développés, les gens vivaient le pèlerinage, se rendaient à Santiago en bateau. Donc, ils venaient de l'Angleterre ou de d'autres pays d'Europe. Donc, il y avait deux ports d'importance, donc au Coruña et Ferrol. Donc, c'est encore un chemin qu'on peut faire, un très court chemin, 5 ou 6 étapes, à peu près 120 kilomètres. C'est un chemin qui est bien balisé, qui est court, tranquille, qui est dans un univers paysager important. Bon, il y a peut-être 1 ou 2 étapes un peu plus difficiles, mais sans plus. Euh, et pourrait se prolonger celui-là jusqu'à Fisterra Muxia pour avoir une distance qui est aux alentours de 200-210 kilomètres. Donc, dans les catégories des chemins moins connus et moins fréquentés, quelques exemples, parce que bien évidemment, tout ce que je vous donne aujourd'hui, c'est loin d'être exhaustif. Il y a beaucoup d'autres propositions qu'on pourrait vous faire, mais on y va avec les propositions les plus faciles, je dirais. Donc, il y a le Camino San Salvador. Donc, c'est le Camino qui part de Léon, qui
qui se rend jusqu'à Oviedo et ensuite qui peut être prolongé avec le Primitivo jusqu'à Santiago. Donc, le chemin San Salvador, proprement parlé, est 120 km, donc 5 ou 6 journées, débute à Léon et jusqu'à Oviedo. Donc, l'accès y est quand même assez facile. Il faut savoir, par contre, que c'est un chemin qui est très beau, qui est en montagne, donc ce qui veut dire en montagne avec des dénivelés importants. Un chemin un peu nouveau, le Camino de Madrid, 322 km à partir de Madrid, qui se rend jusqu'à Sahagún sur le chemin français. Des étapes quelquefois un peu plus longues, avec quelques bons dénivelés, peut se scinder aussi pour être raccourci. Euh, à vérifier pour l'hébergement, étant donné que c'est un nouveau chemin moins connu, peut-être que les hébergements sont un peu plus onéreux. Chemin solitaire, peu fréquenté, bien balisé, pourrait aussi se poursuivre une deuxième année jusqu'à Santiago. Donc, première année, Madrid, Sahagún, et deuxième année, Sahagún, Santiago. Donc, c'est des possibilités. Donc, le Camino Mozarabe, avec un départ possible de Malaga ou d'Almeria, possible arrêt à Cordoba. Donc, on parle ici de 15 ou 16 étapes. Possibilité de rejoindre la Via de la Plata, Mérida. Donc, on pourrait imaginer aussi 2 années, une première année jusqu'à Cordoba, deuxième année jusqu'à Mérida, et pourquoi pas une troisième et une quatrième pour se rendre finalement jusqu'à Santiago. Donc, un départ sur le Camino Mozarabe. Donc, c'est une belle option pour quelqu'un qui cherche un chemin de plus courte durée. Un autre chemin intéressant, chemin à partir de Genève au Puy-en-Velay, 340 km, 15 à 17 étapes. Beau dénivelé, paysage grandiose, beaucoup aussi d'hébergements en donativo, hébergements dans des familles pour partager la vie des gens. Donc, c'est une option intéressante pour les gens qui sont à la recherche d'un accueil plus personnalisé. Des étapes qui ne sont pas trop longues. Donc, c'est une option intéressante. Et effectivement, de la même façon que pour les autres chemins dont je vous ai parlé. On pourrait imaginer, première année, Genève-Le Puy, et ensuite une deuxième année, on continue sur le Puy et on peut se rendre tranquillement jusqu'à Cahors sur 4 ou 5 ou 6 années. Départ du Mont-Saint-Michel, 3 voies possibles, la voie de la capitale, la voie des capitales, le chemin des Plantagenets et le grand chemin montois. Donc, le chemin capital avec un arrêt à Clisson ou à Nantes, on parle de 287 km. Le chemin des Plantagenets, selon lui, avec un arrêt à Angers, 246 km avec une possibilité, donc dans ces 3 options. Ce qui est intéressant dans ces 3 chemins-là, c'est que c'est un des seuls chemins qui est très bien balisé aller-retour. Donc, on peut débuter au Mont-Saint-Michel ou encore terminer au Mont-Saint-Michel. On peut aussi, c'est des chemins possibles où on peut continuer ou prolonger avec la voie de Tours, la voie de l'abbaye de Beauport, chemin breton, un des chemins bretons, environ une quinzaine d'étapes jusqu'à Nantes ou à Clisson, 320 km peut se prolonger sur le chemin vendéen pour rejoindre la voie de Tours, dénivelé faible, peu fréquenté et un patrimoine jacquard important. Autre option, chemin de Régordane, puis envelé à Saint-Gilles-du-Gard, 240 km, 10 à 12 jours, dénivelé modéré, jonction donc avec la voie d'Arles, donc une possibilité de continuer sur la voie d'Arles dans une prochaine année. Les chemins de Stevenson, du Puy-en-Velay à L'aise, 12 à 14 étapes, 272 km. Référence, bien évidemment, avec l'écrivain connu Robert Louis Stevenson. Dans la deuxième partie, on retrouve peut-être des dénivelés plus importants, des beaux paysages dans les Cévennes. Et enfin, un dernier qui est, je dirais, à la limite de la catégorie des courtes durées, parce qu'on parle de 20 étapes. Donc, c'est le chemin Averna, donc de Clermont-Ferrand à Cahors, en passant par Rocamadour. Sans doute un des plus onéreux pour l'hébergement, passablement montagneux, bon encadrement par les organisateurs. Il y a un site qui est très bien fait qui concerne l'Averna par les organisateurs. Donc, un bon soutien pour les gens qui décideraient de vivre cette expérience-là. Il y a aussi sur notre chaîne YouTube une présentation qui a été faite par Yves de Belleval, qui a fait ce chemin-là, réalisé ce chemin-là en 2021.
Enfin, on vous invite à continuer vos recherches. Bien évidemment, sur le nouveau guide, dans le nouveau guide de l'association, vous retrouvez plusieurs références à un des chemins dont je vous ai parlé. Sur le site Gronze pour les chemins en Espagne particulièrement, la chaîne YouTube de l'association, les sites des différents chemins. Donc, en faisant une recherche sur Google, on a accès à différents liens, différents sites sur des chemins en particulier. Donc, je vous souhaite une belle recherche pour ces chemins de courte durée. Belle expérience pèlerine. Et en espérant que ces informations vous seront utiles. Merci et à bientôt.